Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, on se lance dans une aventure musicale et émotionnelle à travers la vie de Robin Gibb, l'une des trois voix légendaires des Bee Gees, le groupe qui a enflammé les années 70 avec des tubes intemporels comme Stay Alive, Night Fever et He Started a Joke. Avec ses frères Barry et Maurice, Robin a écrit l'histoire de la musique, mais derrière les paillettes d'Hollywood et les mélodies disco, sa vie était un mélange complexe de triomphe, de tragédie et de résilience. Nous n'étions que des gamins avec des imaginations sauvages, confiera-t-il dans une interview au Télégraphe en 2008. De son enfance turbulente sur l'île de Man à ses luttes contre la maladie, en passant par des amours tumultueux et des pertes déchirantes, l'histoire de Robin est celle d'un rossignol dont la voix portait à la fois la joie et la douleur. Pourquoi a-t-il quitté les Bee Gees au sommet de leur gloire? Comment a-t-il surmonté des épreuves inimaginables? Si vous aimez les récits de musique, de passion et de courage, mettez un pouce bleu, partagez, et abonnez-vous avec la cloche pour ne rien rater. Robin Hugh Gibb voit le jour le 22 décembre 1949 à la Jane Crookall Maternity Home à Douglas, sur l'île de Man, quelques minutes avant son frère jumeau fraternel, Maurice. Troisième des 5 enfants de Hugh et Barbara Gibb, il grandit dans un foyer modeste mais vibrant de musique. Hugh, chef d'orchestre, remplit la maison de mélodies jazzy et de standards pop, tandis que Barbara, ancienne chanteuse, encourage la créativité des enfants. La musique était notre oxygène, dira Robin dans une interview à The Guardian en 2010. Dès leur plus jeune âge, les frères Gibb, Barry, l'aîné, et les jumeaux Robin et Maurice, montrent un talent naturel pour le chant. Leur lien fraternel, forgé par des harmonies instinctives, deviendra la marque des Bee Gees. Mais l'enfance de Robin n'est pas un conte de fées. À Manchester, où la famille s'installe dans les années 50, les garçons sont turbulents. Nous étions des fauteurs de troubles, avouera Robin au Télégraphe. Petits délits, comme voler des bonbons ou allumer des feux dans des terrains vagues, marquent leurs jeunes années. Nous avions trop d'énergie et pas assez de règles, dira-t-il avec un sourire nostalgique. Ces frasques juvéniles, bien que mineures, ajoutent une texture unique à leur histoire. Nos bêtises nous ont appris la résilience, confiera Robin à Rolling Stone en 2009. La musique devient leur refuge, un moyen de canaliser leur énergie débordante. En 1955, à Manchester, les frères forment leur premier groupe, The Rattlesnake, avec Barry à la guitare, Robin et Maurice aux voix, Paul Frost à la batterie, et Kenny au rock à la basse. Ils reprennent des chansons des Everly Brothers, de Paul Anka et de Cliff Richard, posant les bases de leur style vocal distinctif. Robin, avec sa voix aiguë et vibrante, se distingue déjà. J'avais 6 ans, et je savais qu'on serait riche un jour, lancera-t-il à une voisine, Helen Ken, comme elle le racontera au Daily Mail en 2012. Cette assurance enfantine, presque prophétique, reflète une ambition qui ne faiblira jamais. En 1958, un tournant décisif survient. La famille Gibb embarque pour l'Australie, s'installant dans la banlieue ensoleillée de Redcliffe, près de Brisbane. Ce déménagement, motivé par des opportunités économiques, marque un nouveau chapitre. L'Australie nous a donné un nouveau départ, dira Robin à Billboard en 1997. Là-bas, les frères attirent l'attention lors d'une émission télévisée locale, The Crompton Show. Leur charisme et leurs harmonies serrées captivent le public. C'était comme si nos voix étaient nées pour s'entrelacer, confiera Robin. En 1963, ils sortent leur premier single, The Battle of the Blue and the Grey, sous le nom de Bee Gees, un clin d'œil aux initiales de Barry et du promoteur Bill Gates. Bien que le single ne fasse pas d'étincelles, il introduit leur son unique, des harmonies à 3 voix, avec le vibrato envoûtant de Robin au centre. Le retour au Royaume-Uni en 1967 propulse les Bee Gees vers la gloire. Leur manager, Robert Stigwood, croit en leur potentiel et les pousse à viser grand. Leur single New York Mining Disaster 1941 devient un succès international, atteignant le top 20 au Royaume-Uni et aux États-Unis. C'était notre billet pour le monde, dira Robin à The Guardian. En 1967, Massachusetts devient leur premier numéro 1 au Royaume-Uni, avec la voix de Robin en tête. Chanter Massachusetts, c'était comme voler, confiera-t-il. La chanson, inspirée par un voyage imaginaire en Nouvelle-Angleterre, touche une corde sensible avec son mélange de mélancolie et d'espoir. Leur album Horizontal, 1968, consolide leur succès, et He Started a Joke, chanté par Robin, devient un hit mondial. Cette chanson venait d'un bruit d'avion, mais elle parlait de mon cœur, dira-t-il à Billboard. Mais le succès fulgurant apporte des tensions. En 1969, un différend avec Barry sur la sortie de Lamplight contre First Off mais fracture le groupe.
Robin, à seulement 19 ans, décide de quitter les Bee Gees pour une carrière solo. Je devais trouver ma voie, expliquera-t-il au Télégraphe. Son single Saved by the Bell atteint la 2e place au Royaume-Uni, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires. C'était ma victoire, dira-t-il. Il planifie un ambitieux projet orchestral, To Heaven and Back, inspiré par l'alunissage d'Apollo 11, mais le projet s'effondre, le laissant frustré. J'avais des rêves plus grands que la réalité, confiera-t-il à Rolling Stone. Cette période solo, bien que prometteuse, révèle les défis d'une carrière sans ses frères. J'étais libre, mais seul, dira-t-il. Ce départ marque un moment charnière, montrant sa détermination à se définir en dehors du trio, mais aussi sa vulnérabilité face à l'isolement. Quelles épreuves attendent Robin dans cette quête d'indépendance? Restez avec nous pour la suite. L'année 1969 marque un tournant pour Robin Gibb. À 19 ans, il quitte les Bee Gees après un différend avec Barry, cherchant à prouver sa valeur en solo. Son single Saved by the Bell grimpe au numéro 2 au Royaume-Uni, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires. C'était ma déclaration d'indépendance, dira-t-il à The Telegraph en 2008. Il planifie un ambitieux projet orchestral, To Heaven and Back, inspiré par l'alunissage d'Apollo 11, mais l'album ne voit jamais le jour. Son premier album solo, Robin S. règne, rencontre un succès modeste, mais Robin reste insatisfait. Je voulais plus, je voulais créer, confiera-t-il à Rolling Stone. Une performance désastreuse en Nouvelle-Zélande, où la foule lui lance des tomates, le marque profondément. Ce fut humiliant, mais ça m'a appris à persévérer, dira-t-il dans une interview en 2010. En 1970, Robin se réconcilie avec ses frères, et les Bee Gees renaissent. Leur réunion marque le début d'une nouvelle ère. En 1975, sous l'égide du producteur Arif Mardin, ils adoptent un son rhythm and blues. Gif Talquin devient un hit mondial, annonçant leur domination disco. Nous avons trouvé une nouvelle voie, dira Robin à Billboard. La bande-son de Saturday Night Fever en 1977 propulse les Bee Gees au sommet. Stay Alive, Night Fever, et How Deep Is Your Love définissent une époque. Ces chansons étaient notre cœur battant, confiera Robin. La voix de Robin, bien que rarement en solo, ajoute une profondeur émotionnelle unique. L'album se vend à plus de 40 millions d'exemplaires, un record. Nous vivions un rêve, mais un rêve épuisant, dira-t-il à The Guardian. Le succès des Bee Gees est phénoménal, mais il a un coût. Les tournées incessantes et la pression de la célébrité pèsent sur Robin. Je ne savais pas m'arrêter, avouera-t-il à The Telegraph. En 1978, il prête sa voix à Sesame Street Fever, chantant avec Oscar Le Grouch, une parenthèse ludique dans un emploi du temps chargé. Mais les années 80 apportent un revers, le disco perd de sa popularité, et les Bee Gees se retrouvent marginalisés. Nous étions des parias, dira Robin à Rolling Stone. Il se tourne alors vers l'écriture pour d'autres artistes, coécrivant des hits comme Hold On To My Love pour Jimmy Ruffin et collaborant avec Barbra Streisand sur Guilty. Écrire pour les autres était une liberté, confiera-t-il. Robin relance aussi sa carrière solo en Europe. Son album How Old Are You, 1983, inclut Juliette, un succès continental. Secret Agent, 1984, et ses singles comme Boys Do Fall in Love montrent son goût pour l'expérimentation. Je ne voulais pas être enfermé dans un style, dira-t-il à Billboard. Mais ses projets, bien qu'appréciés, ne retrouvent pas l'éclat des Bee Gees. Robin était un créateur infatigable, dira Maurice dans une interview en 1968, soulignant son incapacité à se détendre. Cette énergie le pousse à explorer des projets éclectiques, comme un film musical inachevé, Family Tree. Malgré les revers, Robin reste fidèle à sa passion, posant les bases d'un retour des Bee Gees dans les années 90. En 1968, au cœur de l'ascension des Bee Gees, Robin Gibb épouse Molly Hully, secrétaire au bureau de leur manager, Robert Stigwood. Leur romance, passionnée, est mise à l'épreuve par la catastrophe ferroviaire de Hither Green, qu'ils survivent de justesse. Ce fut un miracle, dira Robin au Daily Mail en 2008. Ils ont 2 enfants, Spencer, 1972, et Melissa, 1974, mais la célébrité fracture leur mariage. J'étais toujours sur la route, confiera Robin à The Telegraph. Molly reste au Royaume-Uni, refusant de déménager aux États-Unis. En 1980, leur mariage s'effondre. C'était comme un deuil, dira-t-il, décrivant son désespoir. Une condamnation à 14 jours de prison pour avoir parlé à la presse de leur divorce marque un point bas. J'avais touché le fond, avouera-t-il.
En 1980, Robin rencontre Dwina Murphy, une artiste et spiritualiste. Leur connexion, basée sur des passions communes pour l'art et la mythologie, est immédiate. Nous partagions le même anniversaire, c'était un signe, dira Dwina au Daily Mail. Ils se marient en 1985 et ont un fils, Robin John, RJ, en 1983. Leur mariage, bien qu'atypique décrit comme ouvert par Dwina, est marqué par un lien profond. Elle comprenait mon âme, dira Robin. En 2008, une controverse éclate lorsque Robin a une fille, Snow, avec Claire Yang, leur ancienne gouvernante. Dwina était furieuse, confiera un ami au Sunday Mirror. Pourtant, leur mariage résiste. Notre amour était plus fort que les tempêtes, dira Dwina à ABC News. La famille Gibb est frappée par des tragédies. En 1988, Andy, le frère cadet, décède à 30 ans d'une myocardite liée à la drogue. C'était comme perdre une partie de moi, dira Robin à The Guardian. En 2003, la mort de Maurice, son jumeau, d'une occlusion intestinale, est un coup dévastateur. Nous étions un tout, confiera-t-il à Rolling Stone. Ces pertes laissent Robin et Barry seuls à porter l'héritage des Bee Gees. La musique est devenue notre façon de guérir, dira-t-il. En 1997, les Bee Gees sont intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, un moment de reconnaissance. C'était pour nous tous, y compris Andy et Maurice, dira Robin à Billboard. Robin canalise sa douleur dans des projets personnels. Il sort Magnet, 2003, avec une version émouvante de Wish You Were Here, dédiée à Andy. Il se produit lors de concerts caritatifs et mentor des jeunes artistes. La musique était ma thérapie, confiera-t-il à The Telegraph. Sa collaboration avec RJ sur The Titanic Requiem, 2012, devient un projet d'héritage. Travailler avec mon fils était un cadeau, dira-t-il. Malgré les pertes, Robin reste ancré dans sa famille et sa passion, mais des signes inquiétants apparaissent, annonçant une bataille plus grande encore. L'été 2011 marque le début du dernier combat de Robin Gibb. Lors d'une performance en Belgique, il ressent une douleur abdominale aiguë. Quelques jours plus tard, une chirurgie d'urgence à Oxford révèle une occlusion intestinale, la même condition qui a emporté Maurice en 2003. C'était comme un écho du passé, dira Robin John au Mirror en 2012. Robin se rétablit rapidement, reprenant les tournées en Australie et en Nouvelle-Zélande. Je refusais de m'arrêter, confiera-t-il à The Telegraph. Il s'engage aussi dans une campagne pour un mémorial au RAF Bombay Command, en hommage à son père. Ces héros méritent d'être honorés, dira-t-il. Mais sa santé se détériore. En 2011, des douleurs récurrentes l'obligent à annuler une tournée au Brésil et un concert à Paris. En octobre, il est hospitalisé avant une performance avec les Soldiers. Il semblait hanté par son propre corps, écrira un critique après son apparition affaiblie sur The Alan Titchmarsh Show. En 2012, un diagnostic tombe, cancer colorectal, propagé au foie. Les résultats sont spectaculaires, dira-t-il optimiste à la presse en février 2012, après une rémission temporaire. Il monte sur scène pour une dernière performance, mais son état s'aggrave. Il luttait pour chaque souffle, confiera un ami au Mirror. Robin travaille sur The Titanic Requiem avec son fils Robin John, un hommage au centenaire du naufrage. Cette musique me gardait en vie, dira-t-il. Mais il manque la première en avril 2012, hospitalisée à nouveau. Dwina, prêtresse druide, complète les traitements médicaux par des remèdes holistiques, mais le temps presse. Je ne crois pas à l'abandon, dira Robin dans une dernière interview. Sa famille reste à ses côtés, mais les complications s'accumulent. Son corps ne pouvait plus suivre, dira Robin John. Malgré sa détermination, Robin affronte l'inévitable, sa voix et son esprit toujours tournés vers la musique. Son combat inspire. Les fans inondent les réseaux sociaux, comme X en 2012, de messages de soutien. Robin est un combattant, écrit un fan. Sa campagne pour le mémorial RAF montre son engagement au-delà de la musique. Il voulait laisser un héritage, dira Dwina au Daily Mail. Mais la maladie, implacable, rappelle la fragilité même des plus grandes stars. La célébrité ne protège pas du destin, confiera un ami. Robin, avec son vibrato unique, continue de créer, même face à l'adversité, prouvant que sa passion était plus forte que la douleur. Le 20 mai 2012, Robin Gibb s'éteint à Londres, à 62 ans. Ce n'était pas le cancer, mais une insuffisance rénale et hépatique, précisera Robin John au Mirror. En rémission, Robin est affaibli par une chimiothérapie intensive. Son foie n'a pas supporté les sédatifs, expliquera son fils.
Dans ses derniers moments, sa famille l'entoure. Je tenais sa main droite, Dwina sa main gauche, dira Robin John. Il joue I Started a Joke sur son téléphone, posé sur sa poitrine. C'était notre adieu, confiera-t-il en larmes. Barry, désormais seul survivant des Bee Gees, est dévasté. La vie est trop courte, dira-t-il lors des funérailles. Les funérailles, en juin 2012 à Thame, Oxfordshire, sont un hommage poignant. Une carriole verte tirée par des chevaux noirs transporte le cercueil blanc de Robin, tandis que How Deep Is Your Love résonne. C'était un adieu musical, dira Dwina au Daily Mail. Barry prononce un discours émouvant, nous aurions dû avoir 20 ans de plus avec son esprit. Dwina lit un poème, My Songbird Has Flown, et des hymnes comme Be to My Vision côtoient les chansons de Robin. Il ne sera qu'à une chanson de distance, dira Robin John. Les fans, alignés dans les rues, pleurent une icône. C'était une foule d'amour, notera Barry. La perte de Robin suit celle d'Andy, 1988, et Maurice, 2003, laissant un vide dans l'héritage des Bee Gees. Ils étaient un trio, un tout, écrira un fan sur X en 2012. Les complications familiales persistent. Robin avait assuré l'avenir de sa fille Snow avec une maison et 4 millions de livres, suscitant des tensions avec Dwina. C'était un homme généreux, mais complexe, dira un ami au Sunday Mirror. En 2015, une pierre commémorative en marbre bleu, sculptée avec une figure de Sainte Cécile, est dévoilée sur sa tombe. C'était pour son art, dira Dwina. Un mémorial pour Andy est prévu à proximité, un lieu pour les fans. Robin laisse derrière lui un héritage monumental. Les Bee Gees ont vendu plus de 220 millions de disques, leurs harmonies définissant des générations. Sa voix était une émotion pure, dira Barry à Rolling Stone. The Titanic Requiem, coécrit avec Robin John, reste un témoignage de sa créativité. Il vivait pour la musique, confiera son fils. Les fans continuent de célébrer ses chansons, de Massachusetts à I Started a Joke, sur les réseaux sociaux et lors d'hommages comme celui de Rome en 2012. Robin nous a donné des mélodies éternelles, écrira un fan sur Reddit. L'héritage de Robin Gibb transcende les charts et les projecteurs. Avec les Bee Gees, il a créé une bande-son qui a défini les années 70 et continue d'inspirer. Notre musique était un pont entre les cœurs, dira-t-il à Billboard en 1997. Des chansons comme Stay Alive et How Deep Is Your Love restent des hymnes universels, joués dans les clubs, les mariages et les films. Elles vivent dans l'âme des gens, confiera Barry au Guardian en 2015. Robin, avec son vibrato unique, donnait une profondeur émotionnelle au son des Bee Gees. Il chantait avec son cœur, dira Robin John. Au-delà de la musique, Robin était un philanthrope. Sa campagne pour le mémorial R.F. Bombay commande montrait son engagement. Il voulait honorer les oubliés, dira Dwina au Daily Mail. Ses concerts caritatifs et ses collaborations, comme My Favorite Christmas Carol, 2006, reversés à des œuvres, reflétaient sa générosité. La musique doit donner, disait-il. Sa vie personnelle, bien que marquée par des controverses, montrait un homme complexe. Il aimait profondément, même dans la douleur, dira un ami à ABC News. Son mariage ouvert avec Dwina et la naissance de Snow ont suscité des débats, mais son dévouement à sa famille était indéniable. Les fans continuent de célébrer Robin. Sur X, en 2023, des posts évoquent I Started a Joke comme une chanson qui guérit. Des hommages, comme la performance de The Titanic Requiem à Rome, rappellent son impact. Il est toujours avec nous, écrira un fan sur Reddit. Barry, dernier Biggie, perpétue l'héritage avec des tournées et des rééditions. Robin est dans chaque note, dira-t-il à Rolling Stone en 2020. La pierre commémorative à Thame, avec ses paroles gravées, est un lieu de pèlerinage. C'est un symbole de son éternité, dira Dwina. Quelle chanson de Robin vous touche le plus? Massachusetts? I Started a Joke? Ou l'énergie de Stay Alive? Partagez vos souvenirs en commentaire. Êtes-vous inspiré par sa résilience face aux tragédies? Dites-nous ce que son histoire signifie pour vous. Mettez un like, partagez, et abonnez-vous avec la cloche pour d'autres récits musicaux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure.